J'ai le plaisir d'accueillir Philippe Hénarejos et Yann Arthus Bertrand. Je vous demande s'il vous plaît de venir sur scène pour cette début de conférence. Donc Yann Arthus Bertrand, on peut l'applaudir. Vous connaissez bien évidemment Yann Arthus Bertrand, militant écologiste de longue date, président de la Fondation Good Planet. Vous avez sans doute lu ou eu entre les mains au minimum son livre La Terre vue du ciel. Il a été aussi présentateur télé et évidemment je ne crois pas que j'ai besoin de beaucoup vous le présenter. Philippe Hénarejos, vous le connaissez aussi sans doute si vous êtes lecteur de Ciel et Espace, ce que j'espère à titre personnel en tant que journaliste dans cette belle revue. Donc Philippe Hénarejos est le rédacteur en chef de la revue et il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages et notamment ce bel ouvrage Mars, Terre, Destin croisé avec Yann Arthus Bertrand comme co-auteur, et Philippe et Yann Arthus vont nous parler aujourd'hui des destins croisés de la Terre et de Mars. Vous savez sans doute que ces planètes ont sans doute un passé commun. Qu'est-ce qui s'est passé? Les choses ont un petit peu divergé. Et je pense que le dialogue entre un passionné de la Terre, en quelque sorte, un militant écologiste qui connaît bien cette planète pour l'avoir photographiée sous toutes les coutures, et puis un spécialiste du système solaire, comme Philippe Hénarejos, le dialogue entre ces deux personnes sera passionnant. Je n'en dis pas plus. Philippe, je te laisse la parole. Vous avez 1 heure pour nous enchanter. Bonsoir, bonjour. Je suis un peu décalé parce que, vous le savez peut-être, on suit les aventures de programme Artemis et je fais quelques allers-retours entre la Floride et ici, et donc je ne sais plus trop à quelle heure on est. Donc bonjour. Et 11h-5. 11h-5, ici à Paris. Puisqu'on a 1 heure, on va commencer tout de suite. Ouais. À la fin du XXIe siècle... Oui, on peut s'asseoir, oui. À la fin du XXIe siècle, une colonie d'1 million d'habitants vivra sur la planète Mars. Cette prophétie, vous l'avez peut-être déjà entendue, vous l'avez sûrement déjà entendue, elle a été faite le 27 septembre 2016 lors du Congrès international d'astronautique au Mexique par Elon Musk, qu'on ne présente pas, patron de la société spatiale privée SpaceX. Alors c'est grâce à une noria de vaisseaux spatiaux qui à l'époque s'appelaient pas encore Starship et Super Heavy, mais des gros vaisseaux spatiaux qui emporteraient des centaines de passagers, que ces projets se réaliseraient. D'abord il y aurait une base, puis une ville, et enfin une colonie qui s'épanouirait sur Mars, et dont accessoirement l'atmosphère serait devenue respirable au bout d'un certain temps, pas trop long d'après Elon Musk. Avec ce projet, donc, l'un des hommes les plus riches de la planète a dévoilé un rêve, le sien, faire de l'humanité une espèce multiplanétaire. Bon, on est déjà sur une planète, mais non, ça ne suffit pas, il faudrait être essaimé vers d'autres planètes. Alors, s'il a choisi Mars, Elon Musk... Alors, je peux dire quelque chose ou pas? Oui, bien sûr. Alors, je me souviens, j'avais fait une conférence un jour avec un astrophysicien assez connu, et c'est une grande soirée avec le 440, il y a des gens, des ministres qui étaient là. Et alors, il nous fait une conférence pendant 1 heure passionnante sur les étoiles, la Voie lactée. C'était absolument extraordinaire, c'était il y a 1 ou 2 ans, c'était extraordinaire. Et à la fin, il dit, mais de toute façon, moi je ne suis pas comme mon ami Arthus Bertrand, je ne suis pas du tout pessimiste, un jour on ira tous habiter dans l'espace. Et alors là, je n'ai pas pu m'empêcher de me lever et s'acheter un froid, en disant, mais je ne comprends pas. Vous avez fait une conférence si brillante, si intelligente, comment vous pouvez dire une connerie pareille à la fin de la conférence? Et c'est drôle parce que c'était invraisemblable qu'il dise ça, un type jeune en plus, quoi, plus jeune que moi. Et c'est drôle parce qu'après, j'ai eu un cocktail, j'ai discuté avec les gens, et la moitié des gens me disaient, mais des gens, ils étaient quand même assez haut niveau, me disaient, mais vous êtes sûr, vous pensez qu'on n'ira jamais sur Mars? Comme quoi, il y a un imaginaire, une espèce d'espoir dans cette catastrophe annoncée. On a toujours un espoir, tu vois, même à croire un truc impossible, d'aller des millions habiter sur Mars. Et quand tu expliques aux gens combien de temps il faut pour y aller, parce que je me suis renseigné un petit peu quand même, tu vois, c'est drôle qu'il y ait une espèce
de fiction, un imaginaire qu'on peut croire réel. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de t'écouter. J'ai accepté de faire ce livre parce que je trouvais c'est intéressant de voilà quelle est la vérité là-dedans. Ah oui, c'est ça. On va y revenir sur cette histoire de colonisation de Mars. On va vous parler de Mars avant. Donc là, vous voyez les projets de Musk tels qu'ils étaient présentés en 2016. Et alors, si Musk et d'autres, parce qu'il n'est pas le seul, hein, on va pas en faire le bouc émissaire unique. S'il a choisi Mars pour essaimer, c'est pas tout à fait le hasard. C'est parce que depuis, on va dire, des décennies, presque des siècles, depuis qu'on observe Mars, on s'est aperçu d'abord qu'elle ressemblait un peu à la Terre. Alors vous voyez, ça c'est un dessin qui a été fait par Eugène Antoniadi au début du XXe siècle. C'était à l'époque où on observait Mars avec des grandes lunettes et il fallait vraiment regarder de longues heures dans la turbulence du matin pour essayer de discerner des détails et dessiner Mars comme ça. D'ailleurs, je vous signale, si vous ne le savez pas, mais vous le savez déjà, que Mars se rapproche de la Terre en ce moment et que le 8 décembre prochain, elle sera au plus près, enfin elle sera à l'opposition. Donc c'est le moment de l'observer au télescope. Et vous verrez ceux qui ont pu s'échiner à voir des générations d'astronomes avant qu'on fasse des sondes spatiales. Bref, quand ces astronomes ont commencé à regarder Mars, ils se sont aperçus que, bien sûr, il n'y avait pas de vaisseau qui avait montré la Terre depuis l'espace. Ils se sont aperçus que ça ressemblait quand même un peu à la Terre, une inclinaison des pôles qui était à peu près identique à celle de la Terre. On voit d'ailleurs sur ce dessin une tache blanche en haut, c'est une calotte polaire qui change et qui varie en fonction des saisons, parce qu'il y a des saisons sur Mars. On voit ces espèces de traces vertes qui étaient prises soit pour de la végétation, soit pour des océans au début. Et donc, ça a commencé comme ça. Il y a des astronomes comme ici, ça c'est Schiaparelli, qui a commencé à regarder Mars, à faire des cartographies. Il voyait des espèces de lignes. Si vous observez Mars, que vous voyez des lignes, appelez-moi, parce que je ne sais pas comment ils ont fait pour voir ces lignes-là. Bon, bref. Et il y a cet homme qui est Percival Lowell, qui était un industriel qui a fait fortune et qui était passionné de Mars et qui a construit une lunette spéciale pour observer Mars et pour voir ce qui se passait sur cette planète si proche de la Terre. Voisine d'abord, dans l'espace, et voisine par son apparence, du moins le croyait-on. Et Lowell, lui, il va observer avec sa grande lunette depuis Flagstaff en Arizona, et il va faire des globes, des cartes de Mars, où on voit ces lignes, et où on voit, enfin lui, il voit des canaux, et qui dit canaux, dit intervention, donc on pensait à une époque que Mars était plus que favorable à la vie, puisqu'on imaginait qu'il y avait une civilisation dessus. D'ailleurs, c'est à cette même époque qu'on voit des fictions comme Au Centre, là c'est une illustration de La Guerre des Mondes de Herbert George Wells, où il y a des Martiens qui sont sur un monde un peu finissant et qui ont une technologie supérieure à la Terre et aux Terriens et qui viennent pour envahir la Terre. Sur la gauche, vous voyez, j'ai pris une illustration que j'ai trouvée dans un journal de 1915 qui montre les canaux de Mars tels qu'on les voyait. Vous voyez qu'il y a un petit avion, quelque chose, un aéroplane, comme on disait à l'époque, dans l'atmosphère de Mars avec deux lunes. C'est sans doute Phobos et Deimos qu'on voit. Et puis ça se poursuit jusque dans les années 60. Le roman de Philippe Cadic qui s'appelle Glissement de temps sur Mars, avec une civilisation qui est en train de disparaître sur Mars. Donc cette planète Mars, aussi loin qu'on l'a vue, et quand on a commencé à la voir de près avec les sondes spatiales, on était à peu près, imbibé de cette idée que c'était une planète jumelle à la Terre. Et alors, à mesure que les observations télescopiques montraient que c'était quand même pas aussi accueillant qu'on pouvait l'imaginer, ça a perduré. Là, ça, c'est les premières images en 1965 par la sonde Mariner 4, qui a été la première à survoler. Je crois qu'elle a fait 16 images de Mars, qui sont de mauvaise résolution. Mais enfin, on voit sur celle de gauche que ça ressemble plutôt à la Lune. Et sur les deux images de droite, qu'il y a une atmosphère, mais qui est une atmosphère très ténue. Ça a été mesuré à cette époque-là. Et là, on commence à comprendre que c'est vraiment hostile. Jusqu'à 1976, où cette image est la première qui nous arrive du sol de Mars grâce à la sonde Viking 1, et où là,
bien sûr, on commence à savoir qu'il n'y a pas de vie sur Mars, que c'est quand même un environnement hostile avec une atmosphère très ténue. Mais quand on voit ce paysage, eh bien, ça rappelle quand même certaines contrées de la Terre. Il y avait par exemple Carl Sagan, qui était un astronome américain qui a été grand vulgarisateur de l'astronomie, qui écrivait dans un de ses livres Cosmos qu'il n'aurait pas été surpris de voir un vieux chercheur d'or à la barbe grisonnante sortir de derrière ce rocher avec sa mule sur ce paysage. Donc, dans notre imaginaire, Mars ressemble à la Terre, et cette idée est ancrée en nous. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé intéressant de faire un comparatif, parce qu'il y a la perception qu'on a de Mars, il y a ce qu'on en sait aujourd'hui. On va en parler rapidement, mais c'est beaucoup plus que ce qu'on savait à l'époque. Et il y a aussi quand même des différences et qui ont leur raison. Et tout ça va nous amener à réfléchir sur faut-il aller sur Mars? Et s'il faut y aller, que va-t-on y faire? Alors je vous montre une autre comparaison. À gauche, vous avez une photo qui a été prise en 1997 par la sonde Mars Pathfinder. En bas à droite, c'est une photo que j'ai prise, je pense, quelques années plus tard, juste, c'était une photo argentique, sur les flancs du mont Paranal, que vous connaissez, puisqu'il s'agit de l'endroit où se trouve le VLT, le Very Large Telescope. Et j'avais pris cette photo parce que ces cailloux, au premier plan, me rappelaient Mars. Alors, si vous regardez bien, il y a quelques herbes, elles sont pas très florissantes, mais en gros, il y a des choses qui font penser aux deux planètes quand on est à la surface des deux. Alors, commençons par la Terre, parce qu'il y a des choses qui éloignent Mars de la Terre, et s'il y a bien quelqu'un qui connaît la Terre et qui l'a observé pendant des décennies, c'est Yann Arthus Bertrand. Je vous propose donc voilà la Terre qui a été prise ici par la mission Apollo 15 en route vers la Lune. Vous voyez, c'est la petite bille bleue perdu dans le noir de l'univers. J'aurais dû retravailler le cliché parce que le noir, là, il n'est pas très sombre, mais c'est un cliché donc brut de la NASA, pris par les astronautes d'Apollo 15, alors qu'ils étaient en route vers la Lune. Et on voit que la Terre, ben, c'est quand même majoritairement du bleu. Et le bleu, c'est la vie. Donc, petit tour de la Terre par Yann Arthus Bertrand. Al Gore dit que c'est cette photo qui est la photo la plus importante qui a vraiment amené l'écologie. Il dit que c'est la photo de la Terre découverte en bleu qui a montré que la planète était très différente de celle des autres et que c'est peut-être la photo la plus importante dans la prise de conscience qu'on a aujourd'hui parce qu'on n'avait pas du tout cette conscience de cette Terre vue de loin. Alors, moi je vais être très basique. On va y aller. La Terre, c'est d'abord la vie. La vie, c'est nous. Nous faisons tous partie de cette vie incroyable. En fin de compte, on est tous de l'énergie qui vient de la photosynthèse, du soleil, on sort de ça. Et aujourd'hui, quand je suis né, on était un peu plus de 2 milliards. Aujourd'hui, on est 8 milliards. Dans ma vie d'homme, j'ai revu la population du monde plus que triplée, et c'est assez impressionnant, et bien sûr, on a un impact incroyable sur la Terre, on est une espèce extrêmement intelligente qui fait des choses inouïes, et on a colonisé la Terre complètement sans s'occuper beaucoup de la vie autour de nous. Alors, c'est vraiment une photo pour moi importante, parce qu'elle parle bien de ce que nous sommes, l'intelligence, le vivre ensemble, et l'inconscience. Est-ce que ces gens qui se baignent sur la plage de Rio ont conscience de ce qui arrive en ce moment? Certainement pas. Ils le savent, mais ils ne veulent pas y croire. Et moi, je suis quelqu'un qui croit profondément, parce que je crois aux scientifiques. Il n'y a quand même pas très longtemps... Je vais un peu vous plomber votre matinée, je suis désolé. Mais l'énergie fossile nous a donné une espèce de confort invraisemblable qui est en train de nous tuer, tout simplement. Le secrétaire général des Nations Unies, il y a environ 2 mois, qui est vraiment un type formidable, c'est pas le patron de Greenpeace, c'est le secrétaire général des Nations Unies qui, en lisant le rapport du GIEC, a dit « J'ai lu dans ma vie des milliers de rapports, et celui-là est certainement le plus angoissant que j'ai jamais lu de ma vie. » Alors, bien sûr, on photographiait la Terre. Au départ, j'étais parti pour faire un travail sur la beauté du monde,
On parlera de la beauté du monde tout à l'heure, mais j'étais parti. Et en fin de compte, ce travail pendant ces 25 ans, ou disons les premiers 10 ans que j'ai fait le livre, je me disais, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter sur ces images? C'est très beau de faire une très belle image, mais qu'est-ce qui va amener en plus? Et c'est vrai que ce travail, où j'ai rencontré énormément de scientifiques, d'ONG, d'agriculteurs de subsistance, tout ça m'a complètement transformé et m'a fait grandir énormément. Alors bien sûr, la photographie aérienne, elle est très fractale. Hein, ça ressemble beaucoup à la photo de microscope. Vous enlevez l'hélicoptère, on pourrait croire que c'est une photo voilà, de cellules. Et d'ailleurs, on m'a proposé souvent de faire des livres. Ça n'a pas été fait sur le très grand. C'est Pascal hein, qui disait l'infiniment petit ressemble à l'infiniment grand. Et on retrouve toujours les mêmes formes, en fin de compte, les formes de branches. Par exemple, je dis souvent les branches voilà. Donc, c'est pour ça que sur mes photos, quelquefois, j'essaie de mettre une échelle. Là, il y a l'hélicoptère. Puis aussi, ce que je vais vous dire, ça c'est la grande barrière de corail. 90% de la barrière de corail est devenue blanche aujourd'hui avec la chaleur. Le corail n'est pas mort. Vous savez, le corail, c'est l'association entre un animal et une plante, et 1 degré de différence fait la différence. Le corail aujourd'hui, c'est très important, c'est une nurserie pour les poissons, et 90% des grandes barrières de corail a blanchi. Alors, tout n'est pas mort, mais c'est quand même extrêmement inquiétant. Ça, c'est une photo que j'aime beaucoup parce que elle nous parle de notre histoire. Ça, c'est du calcaire. À Madagascar, c'est l'Etsing. Vous savez tous ce que c'est que le calcaire, je pense, mais pour les gens qui ne le savent pas, le calcaire, ce sont ces milliards et milliards et milliards d'animaux, de plantes, qui étaient dans les océans, à l'époque où la Terre n'était qu'un grand océan, qui ont pompé notre oxygène, qui ont pompé le carbone de l'atmosphère, qui ont fait que l'oxygène, aujourd'hui, l'atmosphère est telle qu'elle est. Et ces carbones, tout ce que vous voyez, c'est des sédiments qui étaient au fond de la mer, quand la mer s'est retirée. Et voilà, c'est devenu du calcaire. Ça, c'est l'Etsing en Madagascar avec l'érosion. Et il faut savoir que le calcaire, c'est avec ça qu'on fait du ciment. Et en venant sur l'autoroute tout à l'heure, sur le périphérique, il y avait un énorme bâtiment de béton. Je me disais, mais comment est-ce qu'on continue à construire avec le ciment? Le ciment, c'est entre 5 et 10% des gaz à effet de serre. Comme ce calcaire est bourré de carbone et que faire du ciment, on s'en sert, on rejette dans l'atmosphère le carbone et en plus, on doit le chauffer. Le ciment, c'est entre 5 et 10% des gaz à effet de serre de l'atmosphère. Donc, il faut éviter au maximum de construire du ciment. Puis là, vous avez un arbre. Et ça, c'est une chose aussi extraordinaire, dont souvent on n'a pas conscience, c'est que cet arbre, il pousse pas sur de la terre, il pousse simplement dans un petit trou de rocher, il a un petit peu d'eau. Et en fin de compte, tous ces arbres, ça c'est une forêt primaire, toute cette matière de l'arbre, elle ne vient pas de la terre, elle vient du ciel. C'est une réaction chimique entre le carbone et le soleil, et c'est la photosynthèse, c'est extraordinaire. On descend tous de ça, hein. Nous sommes photosynthèse nous-mêmes, qui a fabriqué cet arbre. Et quand vous prenez une bûche d'arbre, une bûche, et que vous la mettez dans votre cheminée, c'est la cendre. La cendre, c'est ce qu'a pris l'arbre dans la terre, et tout le reste, ça repart dans l'atmosphère, c'est du carbone. Et bien sûr, les forêts primaires sont très importantes, c'est des puits de carbone importantes. Ça, c'est une forêt primaire en Guyane. Chaque année, on déforeste en forêt primaire environ la taille de la Belgique, ce qui est énorme. Souvent pour faire du soja, en tout cas pour faire de l'agriculture intensive. Et une forêt primaire, on ne peut pas la refaire. On peut planter des arbres, on fait une forêt primaire, il faut des centaines d'années pour la refaire. Chaque fois qu'il y a des scientifiques qui vont dans une forêt primaire, ils trouvent bien sûr des espèces qu'on ne connaissait pas. On estime qu'on ne connaît que 10% des espèces sur Terre. 10%. Quand on coupe une forêt primaire, c'est un peu comme on effaçait un disque dur sans regarder ce qu'il y a dedans. Bien sûr, déforestation, énorme. La déforestation est énorme. L'agriculture pèse un poids énorme sur la vie sur Terre. L'agriculture, c'est ce qu'on mange tous les jours. Hein. Donc on est tous un peu responsables. Quand nous consommons et quand nous jetons, quand nous consommons trop, on participe à cette suppression de la vie. Ça, c'est l'huile de palme à Bornéo. Bornéo était une île entièrement en forêt primaire qui a disparu, il n'en reste plus que 10% aujourd'hui pour faire de l'huile de palme. L'huile de palme étant la première huile consommée au monde et la moins chère. La vie sur Terre. Alors ça, c'est des flamands sur le lac Nakuru.
il y avait environ 1 million de flamants roses. Aujourd'hui, il en reste 200 000. Pourquoi? Quand vous achetez des fleurs, toutes les fleurs que vous achetez ne sont pratiquement jamais faites en France. Elles arrivent du Kenya, d'Ouganda, du Chili, d'Éthiopie. Et il y a des énormes serres autour de ce lac au Kenya, il y a des énormes serres de fleurs qui bien sûr on met de l'eau douce, et donc l'eau est devenue beaucoup moins salée sur ce lac, et donc moins de crevettes, donc moins de flamants. Et vous réfléchissez quand vous achetez des fleurs, savoir d'où elles viennent. L'idéal, c'est d'acheter des slow flowers, des fleurs fabriquées en France. Il n'y en a plus beaucoup. Tous les jours, il y a des dizaines d'avions, et c'est impressionnant, j'ai vu un film là-dessus, à Amsterdam, avec des fleurs du monde entier qui sont redistribuées. Photo que j'ai faite il y a très longtemps au Kenya, dans les années 80, avec tous ces chemins qui vont sous un arbre. Au Kavango, au Botswana, ces éléphants, le Kavango, un endroit extraordinaire, un des plus bels endroits du monde pour moi, où c'est une rivière qui vient qui se jette dans le désert. C'est une des rares rivières qui ne se jette pas dans la mer, et donc un énorme delta avec ces éléphants. Alors, pourquoi cette photo? D'abord, il faut savoir qu'il y avait 20 millions d'éléphants au début de 1900. Il en reste 20 millions. Il en reste aujourd'hui 350 000. On estime qu'on perd chaque année 10% des éléphants. Chaque année 10%. Bon, braconnage, viande, surtout la principale chose, c'est qu'un troupeau d'éléphants ne peut plus migrer dans une agriculture. Bien sûr, l'Afrique a une démographie très importante, c'est de plus en plus cultivé. Chaque année, on perd 10% des éléphants. Il y avait un article dans Le Monde qui disait l'autre jour, on va vers une perte inévitable des éléphants. Il faut savoir, il y a un chiffre du WWF qui fait froid dans le dos. On aurait perdu en 40 ans 60% du vivant. En 60 ans, on aurait perdu 40% du vivant, bien sûr, dû à notre consommation excessive de tout. Les villes, alors quand vous photographiez la Terre, bien sûr, vous ne photographiez pas que la nature, vous photographiez aussi les villes. Et ça, c'est Ulaanbaatar en Mongolie, où c'est la ville qui a la plus grande démographie, la plus importante. Il faut savoir, écoutez bien ce chiffre qui est intéressant, 3 millions de personnes rejoignent les villes toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a 3 millions de personnes dans le monde qui rejoignent les villes, parce que ce sont des agriculteurs, qui sont les gens les plus pauvres du monde, agriculteurs de subsistance, qui rejoignent les villes. 3 millions de personnes. Et tous ces gens, beaucoup vont vivre dans des bidonvilles. Qu'est-ce que c'est qu'un bidonville? Un bidonville, pour les Nations Unies, c'est un endroit où vous n'avez pas d'acte de propriété, il n'y a pas d'assainissement, souvent pas d'électricité. Il y a environ 1,5 milliard de personnes qui vivent dans des bidonvilles dans le monde. Arabie Saoudite, où j'étais il n'y a pas très longtemps, c'est les dernières photos que j'ai fait en hélicoptère, il y a 4 ans. Et je rêvais d'aller en Arabie Saoudite, j'avais toujours été interdite, et j'ai été invité pour faire des photos sur El Oula, qui est assez intéressant. Et j'étais assez étonné de voir ces grands ronds verts qu'on trouve un peu partout en Arabie Saoudite. C'est de l'eau fossile, de l'eau très ancienne qu'on va chercher quelquefois à 800 mètres, 1 kilomètre de profondeur. Et tout ça, c'est pour faire du trèfle, pour nourrir des vaches laitières en Arabie Saoudite. On se pose un peu des questions sur notre façon de vivre. Mais si on a du pétrole, si on a l'énergie, on est capable de tout faire. Et aussi, ce qui m'intéresse en Arabie Saoudite, c'est que, alors là, on sort un petit peu peut-être de la géographie, mais ça, c'est Sanaa, qui est peut-être la plus belle capitale du monde, qui est la capitale du Yémen. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que mon pays, la France, est le 3e vendeur d'armes au monde. Et notre premier client, c'est l'Arabie Saoudite. Un pays si démocratique, si exemplaire dans le droit des femmes. Vous voyez, pour la croissance, pour faire tourner un pays, on est prêt à faire n'importe quoi. Je pense de passer au-dessus notre morale, qu'on a tous la même. Voilà. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Les glaces, bien sûr, aujourd'hui, quand vous faites vous vous intéressez à l'environnement, à l'écologie, vous allez photographier la glace, que les glaces sont le témoin incroyable du réchauffement de la planète. Aujourd'hui, sur les 2 pôles, Arctique et Antarctique, le réchauffement est 2 fois plus fort que chez nous. Voilà.
Ça, c'est l'Antarctique. Alors, pour la petite information, si l'Antarctique fond, l'Arctique, oui, là, excusez-moi, l'Arctique. L'Arctique fond, il n'y a aucun problème, parce que ça, c'est de la mer qui est gelée. Donc, c'est un peu comme un glaçon dans une voie de verre. Si le glaçon fond, l'eau ne monte pas. Donc, voilà, ça, c'est le passage nord-ouest. Aujourd'hui, beaucoup de bateaux qui passaient avant par le canal de Panama pour aller du Pacifique à l'Atlantique passaient par Panama ou Ushuaia. Maintenant, ils peuvent passer par le nord. Mais malheureusement, il y a une accélération incroyable des glaces. Ça, c'est l'Antarctique, de la fonte des glaces en ce moment. Aujourd'hui, la concentration de carbone dans l'atmosphère est la même que celle qu'il y avait il y a 4 millions d'années. Ça, c'est les glaciers d'Antarctique qui sont en train de glisser et de fondre. Il faut imaginer qu'il y a 4 millions d'années, il y avait des arbres en Antarctique. Des arbres, on a découvert en faisant des carottages très profonds des fossiles d'arbres. Et on va vers un monde, voilà, où je pense que dans des centaines d'années, il y aura des forêts en Antarctique. Et beaucoup d'eau partout. Ça, c'est le permafrost. Permafrost, c'est tout le sol gelé qui est au-dessus de... C'est un tiers de... Le permafrost, c'est quand même un tiers de l'hémisphère nord. Le sol gelé, ce sol gelé, c'est plein de méthane qui est en train de fondre, et le méthane est 17 fois plus gaz à effet de serre que du CO2, même s'il reste beaucoup plus longtemps. Donc notre vie nous amène vers une expérience inédite. Et bien sûr, on continue encore aujourd'hui à se servir du charbon. Le charbon est encore la première énergie utilisée pour faire de l'électricité dans le monde. L'agriculture, je suis désolé de vous plomber votre matinée, mais je pense qu'il faut vivre avec les yeux ouverts, et c'est mon métier de vous le dire. Ça, c'est une grande partie des champs français. Vous voyez, il n'y a plus une haie pour laisser passer. Alors, c'est pas complètement comme ça en toute la France. Il y a des endroits où c'est quand même, mais c'est quand même, voilà, il n'y a plus une haie. C'est des terres qui sont un peu mortes, puisque c'est vraiment, elles poussent avec beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides et beaucoup d'autres choses. Mais ce qui est assez impressionnant, si on avait fait cette conférence en 1850, 2 personnes sur 3 dans cette salle travailleraient dans les champs. 2 personnes sur 3. Aujourd'hui, un paysan, grâce aux énergies fossiles, aux insecticides, aux engrais, il produit, écoutez bien ça, 500 fois plus que quelqu'un qui travaillait en 1850. 500 fois plus. Les énergies fossiles nous ont amené un confort incroyable de notre civilisation. Et notre civilisation, c'est basé sur un climat tempéré. Qui est, voilà, c'est pendant 10 000 ans, et ce climat tempéré est en train de partir à jamais, et ça, il faut le savoir et s'en rendre compte. Bien sûr, notre consommation de viande, ça, c'est les feedlots aux États-Unis. Aux États-Unis, tous les animaux que l'on consomme, c'est pour ça que la viande aux États-Unis est toujours beaucoup plus sucrée, elle est plus tendre qu'en France, parce que les animaux sont dans ces espèces de feedlots. Quand on a fait cette photo, on a été arrêté pendant 2 jours. Un poste de police, c'est interdit de photographier ça. Quoi, interdit, c'est même assez étonnant parce que c'est autorisé aux États-Unis. Les animaux sont piqués aux hormones et nourris au maïs. Voilà, et ça, ce sont les usines à veaux. Parce que bien sûr qu'une vache, pour faire du lait, il faut qu'elle fasse un veau tous les ans. Donc on enlève le veau à la naissance et ils sont élevés dans cette petite boîte. Et je vais finir par quelque chose à laquelle je travaille en ce moment. Nous faisons un film sur les migrants dans le monde. Il y a environ 170 millions de personnes qui sont migrantes, qui sont en tout cas dans des camps environ dans le monde. Et ça, c'est un des plus grands camps du monde, qui est au Kenya, au nord, entre le Kenya et la Somalie, qui s'appelle Dadaab, que personne ne connaît. Et ce que je voulais dire, c'est quand vous êtes... il se trouve que je m'occupe, non, c'est pas le bon mot, je m'occupe pas, mais j'aide un orphelinat à Brazzaville. Et les gosses, ils m'appellent sur WhatsApp ou sur Viber. Et quand ils m'appellent, ils ont tous Internet, puisqu'ils m'appellent sur WhatsApp. Et ils savent très bien comment on vit, quel est notre salaire. Et qu'on vit dans un pays où il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de service de santé. Vous avez qu'un rêve, c'est venir dans ce paradis dans lequel nous vivons. Et vous avez entendu parler du bateau d'SOS Méditerranée en ce moment. Et je crois la grande crise migratoire, malheureusement, n'a pas encore commencé. Il faudra s'attendre à être submergé par des gens qui voudront vivre avec nous. Il faudra qu'on soit capable de les accepter et de vivre différemment.
Et c'est vrai que ce travail sur la Terre, je pense, m'a rendu beaucoup plus ouvert aux autres et beaucoup plus ouvert à l'amour. Voilà. Vous l'avez compris, vous le savez déjà, on parlait de colonisation de planètes tout à l'heure, il y en a au moins une qu'on a colonisée, nous, Homo sapiens, c'est la Terre. Et on voit à quel point, avec ces images. Alors, fera-t-on la même chose sur Mars ou faut-il faire la même chose sur Mars? Avant d'aller plus loin, on va regarder quelques comparaisons, puisque c'est un peu ce qu'on a fait aussi dans notre livre, qui rapproche ces deux planètes. Alors, à gauche, vous avez Mars, c'est le sommet du plus gros volcan du système solaire, c'est Olympus Mons. Il s'agit d'une caldeira, c'est le sommet. Eh bien, ce genre de formation géologique et volcanique, vous le retrouvez sur Terre. Cette photo, c'est au... Alors, je pense que ça a été fait en Éthiopie. En Éthiopie, voilà. Ouais. Sur Mars, en haut, on voit ce qui a pu être des réseaux de fleuves, à comparer avec l'image du bas, elle a été prise au Maroc, ça là je me souviens. Vous voyez que ça se ressemble pas mal. On va passer rapidement sur ces images. Sur Mars, à gauche, cette photo noir et blanc qui a été prise depuis l'orbite montre un glacier, une langue glaciaire. Et à droite sont aussi des langues glaciaires qui cette fois sont en Antarctique. En Antarctique, c'est la Dry Valley, qui est l'endroit du monde où il y a de moins de vie, où il y a plus de vent, le plus froid et le plus sec. C'est près de la base américaine McMurdo, c'est un endroit absolument incroyable, j'ai eu la chance d'être invité là-bas, et c'est un endroit extrêmement impressionnant. Et c'est un endroit où on n'a pas le droit de marcher. Il y a des scientifiques qui viennent, ils ont des plastiques sur leurs chaussures et ils ramènent tout dans des petits sacs en plastique, tout ce qu'il faut sur place quand ils sont scientifiques. C'est un endroit extrêmement protégé. C'est un environnement d'ailleurs qui ressemble beaucoup, qui se rapproche le plus sur Terre. Ils ont fait des tests. Ils ont fait des tests d'ailleurs. Ils ont fait des tests avec des appareils qui allaient sur Mars là-bas. Oui. Voilà, comme c'est une vallée sèche, en plus c'est un endroit où on étudie la vie dans des milieux extrêmes sur notre planète. Mais ce milieu extrême en Antarctique, c'est le paradis par rapport à Mars. On va en reparler. Mars est beaucoup plus hostile. Là, vous avez un terrain qui est vu sur Mars, c'est un terrain qui est proche du pôle nord martien, et vous voyez que le sol est comme craquelé, il y a une espèce de... Il y a ça aussi en Antarctique, exactement la même chose. Et voilà. Voilà. Et le parallèle entre ces deux photos est saisissant parce que c'est exactement la même chose et à peu près à la même échelle. Alors ces fractures sont faites avec les mouvements saisonniers qui font... C'est pas du dégel, mais c'est du refroidissement et du réchauffement qui font que ça craquelle la Terre de cette manière. Et puis sur Mars, il y a une atmosphère qui est très fine, on en reparlera, mais qui est suffisante pour soulever le sable et pour faire des dunes, des barcanes, comme on voit ici à gauche sur Mars. Et quand vous mettez les deux photos en parallèle, vous apercevrez que sur Terre, ça c'est au Brésil. Exactement, c'est au Brésil, c'est un endroit extraordinaire. Ça se ressemble beaucoup, mais c'est normal, le vent dessine les mêmes choses sur les deux planètes. Et puis ça c'est en Australie. C'est le genre de formation géologique qu'on trouve aussi sur Mars. Alors, c'est à côté d'Ayers Rock, il y a deux montagnes comme ça qui ont l'air d'être des monolithes qui sortent de terre. C'est aussi du calcaire, hein, c'est aussi du sédiment, même chose. En réalité, c'est du sable qui est devenu de la pierre. Hein. C'est du calcaire avec l'érosion qui affleure. Et vous voyez à droite. On voit quelque chose alors qui ressemble sur Mars, mais qui est beaucoup plus gros. Sur Terre, cette formation orange que vous voyez mesure 5-6 km de long. Ce qui a été vu sur Mars depuis l'orbite mesure 18 km de long. Et on l'a vu à plusieurs endroits. Donc il y a des choses qui font que les processus géologiques et d'érosion sont évidemment identiques sur les deux planètes. Et puis celle-là de photo, elle est étonnante parce que à gauche vous avez Mars avec une espèce de tranche napolitaine. C'est le bord de la calotte polaire nord et on voit des strates qui affleurent. Il y a même une petite avalanche sur le bord droit de la photo. Et si on compare avec cette calotte glaciaire
qui a été photographié je ne sais où. En tout cas, on voit que dans les couleurs, ça se ressemble beaucoup. Il y a les mêmes types de processus. Alors, c'était au Svalbard, au Svalbard, voilà, en Norvège. D'ailleurs, c'est marrant, sur la partie droite de la photo martienne, il y a une avalanche, il y a du sable qui s'effondre, du sable glacé qui s'effondre, et sur la partie droite de l'autre photo, il y a quelque chose qui dégringole, c'est de l'eau qui est en train de... Alors, pour la petite histoire, je travaille beaucoup au téléobjectif. Moi, comme je viens de la photo animalière, je travaille au télé, c'est pour ça que la photo, quoi. Maintenant, on travaille plus qu'en drone, mais on n'arrive pas à faire ces photos en drone parce qu'il n'y en a pas les télés qu'on avait je travaille ceux qui connaissent un petit peu la photographie, je peux travailler avec un 1000 ou un 800, et donc c'est vraiment des petits morceaux qu'on saisit. Je suis en train de me promener sur la Terre et je prends des petits morceaux comme ça que je saisis pour trouver de graphisme, et je suis un peu, bien sûr, vous avez compris, obsédé par le graphisme, et Svalbard, on n'a pas été déçus. Hein. Voilà. Alors, revenons à la question qui nous occupe. On voit ce qu'on a fait sur Terre. On se pose la question, faut-il aller sur Mars? Alors sur Mars, nous y sommes déjà. Nous y sommes déjà par robot interposé. Cette photo, elle est peut-être pas facile à lire, je ne sais pas si vous la voyez très bien. Oui, quand même, on voit assez bien. Il y a une espèce de tache bleue sur la gauche. Ça, c'est le sol qui a été perturbé par les rétrofusées de l'atterrissage d'un robot que vous connaissez, qui s'appelle Curiosity, qui est sur Mars depuis 10 ans. Lors de son atterrissage, et vous voyez que de cette tache bleue s'éloignent des traces de roues, et si vous suivez les traces de roues jusqu'au bout, sur la partie qui commence à être un peu blanche, vous voyez un petit point. Il s'agit de Curiosity lui-même. Cette photo a été prise depuis l'orbite par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter. Tout ça pour vous dire que sur Mars, nous y sommes déjà. Nous sommes en train de l'explorer, et nous y apprenons des choses. Sur Mars, bien sûr, mais ces choses vont nous parler de la Terre aussi. Évidemment, sur Terre, ça c'est une photo, c'est pas une photo, c'est une illustration qui montre Mars tel qu'on l'imagine il y a 4 milliards et demi d'années. Sur Terre et sur Mars, l'histoire a peut-être commencé de la même manière, dans le système solaire. C'est-à-dire une planète solide, avec de l'eau, et avec une atmosphère dense tout autour. Et l'eau est arrivée comment? Alors l'eau était arrivée, elle était là sans doute nativement par les particules qui étaient à la fois rocheuses et glacées qui ont constitué les planètes. Elle a aussi certainement été apportée par les comètes, les astéroïdes. C'est encore un débat, ça. C'est l'origine de l'eau. C'est partagé. Il y a sans doute l'apport des deux. On verra bien ce que les scientifiques arrivent à trouver à ce sujet. En tout cas, Mars, vous le savez aujourd'hui, c'est une planète sèche et quasi morte, on peut le dire. On ne sait pas s'il y a de la vie. S'il y a de la vie, elle n'est pas exubérante, hein, c'est rien à voir avec ce qu'on voit sur Terre. Et sur Terre, ben, ça a plutôt bien prospéré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ce qui est intéressant, c'est que quand on explore Mars aujourd'hui, on a quand même une planète qui est figée. Certes, il y a eu de l'érosion, certes, il y a eu des météorites qui sont tombés dessus, mais quand on envoie des robots comme Curiosity ou Perseverance aujourd'hui, ou d'autres encore, ce qu'on va voir là-bas, c'est des archives du système solaire. Et ces archives, elles peuvent aller jusqu'à l'origine de la vie, parce que sur Terre, la vie elle-même a modifié les conditions. La Terre, par sa géologie active, par son climat, par son érosion qui est beaucoup plus active que sur Mars, a fait disparaître cette Terre d'il y a 4 milliards d'années. Sur Mars, elle est encore là, quelque part. Donc, cette évolution, on voit là Mars en train de c'est une illustration qui montre un hypothétique océan dans l'hémisphère nord avec des vallées qui seraient gelées, qui étaient en train de geler quand l'atmosphère est en train de partir, jusqu'à ce que, voilà, cette atmosphère atténue. Tout ça sont des illustrations, hein, ce ne sont pas, évidemment pas des photos, jusqu'à ce que cette atmosphère ténue s'évapore et que tout se glace. Donc, les choses ont été figées sur Mars, et c'est pour ça qu'en allant là-bas, on peut éventuellement comprendre ce qui s'est passé sur Terre à l'époque où la vie est apparue. Alors, s'il fallait résumer
très brièvement et même de manière caricaturale la différence entre Mars et la Terre. Elle tient dans la superposition de ces deux photos. C'est la Terre vue par Apollo 17, au passage, par les astronautes Apollo 17, et Mars vue par le télescope Hubble. On les a mis à la même taille, enfin à la même échelle. Et donc vous voyez que Mars est plus petite. Donc ce qui s'est passé sur Mars, c'est assez simple, du fait de sa petite taille et de sa petite masse. Ce qu'on va appeler le moteur planétaire, c'est peut-être un peu allumé, il a peut-être un peu tout sauté au début, mais il s'est rapidement arrêté. Le moteur planétaire, c'est quoi? C'est essentiellement la chaleur qu'il y a à l'intérieur d'une planète. La gravité fait que quand vous avez une planète massive comme la Terre, ça serre au milieu, et quand ça serre, ça chauffe. C'est vraiment avec les mains. S'il y a des astrophysiciens et des planétologues dans la salle qui veuillent bien m'excuser, mais en 30 secondes, en gros, c'est ça. Sur Mars, ça serre et ça se tasse, mais moins. Et la quantité de chaleur est beaucoup plus faible. Donc la planète va se refroidir beaucoup plus rapidement. Et en quoi cela est un problème? Eh bien, tout ce qu'on voit autour de la Terre, l'atmosphère notamment, qui est une fine couche mais qui est quand même dense, tout ça c'est un cycle, c'est un continuum entre le sol, le liquide et tout ce qu'il y a sur la Terre. C'est-à-dire que le volcanisme actif, la chaleur qui fait que le volcanisme continue à être actif, renouvelle cette atmosphère depuis des milliards d'années, et que ça continue, ça ne s'arrête pas. Le moteur planétaire, il va s'arrêter un jour, mais c'est dans très longtemps. Alors que sur Mars, s'il s'est passé 1 milliard d'années avant que ça s'arrête vraiment, que ça se bloque, c'est le bout du monde. Donc, Mars, de fait de sa petite taille, on pourrait épiloguer là-dessus, mais je crois que vous aurez des conférenciers qui vous en parleront mieux que moi. Pourquoi elle a été petite? Il a manqué de la matière pour s'agglomérer. Du fait de sa petite taille, n'a jamais pu devenir une jumelle de la Terre, une seconde planète bleue. Et alors, comme je le disais, paradoxalement, pour nous, c'est une chance, parce qu'il y a des endroits où on voit qu'à une époque où il faisait peut-être plus chaud et plus beau, ça c'est le cratère G0, eh bien, on peut aller investiguer. Là, vous avez en haut à gauche la photo prise depuis l'orbite d'une partie du cratère. D'ailleurs, voilà, j'ai mis une flèche. Vous reconnaissez l'entrée de cette espèce de fleuve qui se jette dans le cratère, et vous voyez sur l'image de gauche un delta fossile. Alors c'est de la roche, c'est du sable. C'est là qu'on a envoyé le robot Persévérance, parce que on sait qu'il y a eu de l'eau. Alors est-ce que ça a été un lac rempli comme le montre l'illustration qui est en bas à droite? C'est encore en débat. Mais en tout cas, s'il faut chercher quelque chose dans les archives, ces fameuses archives qui n'ont pas disparu, c'est bien là, et c'est un très bon endroit. Le robot s'est approché du delta, il s'est posé un peu plus loin, il s'en est approché, là il y est. Et vous voyez, ces deux endroits qui sont indiqués par les flèches, ce sont des endroits où il y a des prélèvements, ce sont des strates qui sont des strates sédimentaires dues aux alluvions du fleuve qui s'est jeté dans le cratère G0. Donc ces investigations, là on voit un des prélèvements. Et ça, c'est la roche qui a été prélevée à cet endroit-là. C'est mis dans des petits containers. Et dans les débuts des années 2030, une autre sonde ira les chercher pour les ramener sur Terre et pour les étudier. C'est les meilleurs échantillons qu'on pourra avoir pour savoir si, oui ou non, sur Mars, le phénomène qu'on connaît sur Terre, qui a tout modifié ici, qui est la vie, a eu les conditions pour arriver. Ou s'il est arrivé vraiment, on va peut-être pouvoir étudier ça. Et de toute façon, quelle que soit la réponse, ce sera une réponse formidable. Parce que si on voit qu'il y a eu une amorce de vie sur Mars, ça veut dire que quand quelques-unes des conditions sont réunies, finalement, la vie est peut-être en train d'apparaître systématiquement, et c'est quelque chose de relativement facile, je caricature un peu, mais
si la réponse est négative, ça veut peut-être dire autre chose. Ça veut dire que il faut beaucoup de conditions qui ont été réunies sur Terre, qui n'ont pas été sur Mars, même si ça ressemblait. Et à ce moment-là, ça nous dira beaucoup de choses sur l'importance de la vie et sur la manière dont celle-ci apparaît. Et ça nous dira beaucoup de choses sur nous-mêmes. Alors, faut-il retourner sur Mars ? Oui, là on voit une illustration futuriste où on voit des astronautes en train de creuser. Il faut y aller pour explorer, il faut y aller pour comprendre cette planète et pour nous comprendre nous-mêmes. Ça on l'a déjà fait. Envoyer des humains, oui, pourquoi pas. Moi, personnellement, je pense que c'est mieux d'envoyer des humains que des robots. Enfin, ce sera sans doute les deux. Parce que, vous voyez en bas à gauche, ça c'est David Scott de la mission Apollo 16 qui est en train de s'escrimer à essayer de creuser avec une foreuse la Lune. Mais les astronautes, en quelques jours, ont été capables de creuser la Lune comme ça et de choisir avec discernement des roches qui nous ont appris énormément de choses. En quelques missions, en 6 missions sur la Lune, on a quand même récolté de quoi reconstituer l'histoire du système solaire, des planètes et donc de la Terre. Donc faut-il aller sur Mars? Oui, il faut aller explorer, c'est certain, mais ce n'est pas tout. Voilà une autre motivation pour aller sur Mars, celle dont je vous parlais au début, c'est s'y installer. Alors, parlons de ça. On voit qu'on s'est bien installé sur Terre. Faut-il... ça se défend, après tout, pourquoi pas. L'humanité, si on regarde... l'histoire d'Homo sapiens, c'est quelques tribus au départ qui étaient dans des endroits et qui ont fini par migrer, par aller ailleurs et coloniser l'ensemble de la planète. Est-ce que c'est dans notre profond intérieur comme ça, cette tendance à vouloir toujours aller plus loin? Peut-être, après tout, ça se défend. Et aujourd'hui, on en est à regarder forcément vers les autres planètes et Mars. Alors ça, cette photo que vous voyez, cette illustration, c'est le SimCity rêvé d'Elon Musk. C'est une cité autonome sur Mars, une colonie. Bon, philosophiquement, pourquoi pas? Pourquoi pas y aller? Sauf que pour aller sur Mars, il va falloir passer par une autre étape. Comme on l'a dit, c'est une planète qui est quand même... très hostile par rapport à la Terre. On parlait tout à l'heure de l'Antarctique. L'Antarctique, c'est une oasis par rapport à la Terre. Il y a de l'air pour respirer, il y a de l'eau, il faut la faire fondre, mais il y a de l'eau. Sur Mars, il n'y a pas d'air pour respirer, donc il faudrait... Alors, je vais vous montrer une illustration qui va parler à certains d'entre vous. Ça, c'est une image tirée du film Total Recall. Il faudrait rendre Mars habitable. Alors, pourquoi pas, puisque nous sommes une espèce qui essaime et qui va de l'avant, imaginons qu'on fasse ça ici dans le film Total Recall. Je crois que je vais spoiler personne parce qu'il est quand même sorti il y a plus de 30 ans. Cette montagne cache un système où il y a de la glace en profondeur et où en quelques minutes on fait fondre la glace et Mars se dote d'une atmosphère tout à fait respirable. Bon, ça c'est le rêve. Elon Musk, comme d'autres, il n'est pas le premier à rêver de ça, et ça s'appelle le terraforming. On dit aujourd'hui terraformation en français. C'est un terme anglais qui a été imaginé au début du siècle, dans les années 30, et qui a été popularisé entre 1960 et 1980, notamment par Carl Sagan, l'astronome auquel je faisais référence tout à l'heure, et qui consiste à rendre une planète habitable. Alors, saurions-nous le faire? Voilà, Mars, vous voyez à gauche, telle qu'elle est aujourd'hui, et puis progressivement par tout un tas de systèmes. Alors, il y a une méthode à la Total Recall qui est rapide, mais il y a des méthodes brutales, celle d'Elon Musk. Je vous laisse méditer là-dessus. Envoyer des bombes atomiques sur les pôles de Mars, où il y a de la glace, pour les faire fondre. Et comme ça aura fondu, il y aura une atmosphère qui sera beaucoup plus respirable. C'est une drôle d'idée quand même que de vouloir, pour habiter un monde, commencer par l'irradier. Mais bon. Non, la vérité, c'est que même s'il y a des gens plus sérieux que Musk qui ont imaginé la terraformation, fabriquer une autre planète, c'est une échelle incroyable. Ça serait des investissements incroyables.
Et surtout, techniquement, il faudrait qu'on sache beaucoup plus de choses qu'on ne sait aujourd'hui. Là, je suis désolé, c'est en anglais, mais j'ai trouvé cette petite infographie qui dit ce qu'on sait aujourd'hui de Mars. En gros, Mars a une atmosphère qui a une pression de 0,6% de celle de la Terre. Avec les ressources sur place, la transformer en une atmosphère un peu plus épaisse, on peut faire fondre des clatrates, ce sont des espèces de pièges de glace dans lesquels les gaz à effet de serre sont enfermés. On peut faire fondre la glace qui existe, on peut faire fondre, on peut transformer des minéraux, extraire du carbone dans d'autres minéraux qu'on appelle les carbonates. Et on groupe tout ça, on fait une petite addition, vous voyez l'espèce de rond bleu là qui progresse à mesure qu'on va vers la droite. On arrive à, si on fait fondre tout ça pour le transformer en atmosphère, on a une atmosphère qui est 6,9% de celle de la Terre. Donc le dernier petit rond bleu à comparer avec le gros rond bleu qui est la Terre. Donc en fait, avec ce qu'on sait déjà de Mars, on sait déjà que sur place, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de la transformer. On ne transforme pas une planète comme ça. Alors, comme on l'a dit, il y a une planète qu'on a déjà... On est capable de transformer des planètes. On s'y est tous mis en même temps. J'ai pris cette photo, je ne sais pas trop d'où elle sort, mais elle résume assez bien. On voit en gros de la pollution atmosphérique, on voit des usines, peut-être une ville, et on voit des tas de plastique. C'est une photo, on va vous plomber la journée, je crois. Mais non, vous allez voir, ça va bien finir. Et donc, on est capable, en effet, de modifier une planète. On est en train de le faire de manière assez efficace. Ça prend du temps, on s'y est tous mis, tous ensemble. Et on le voit sur cette courbe que vous connaissez déjà certainement. C'est l'élévation de la température dans l'hémisphère nord depuis 2000 ans. Et vous voyez que ça grimpe en flèche sur la fin. Donc, on le fait, mais on le fait à l'inverse de ce qu'on imagine sur Mars. Sur Mars, c'est rendre Mars habitable de la manière de rendre plus accueillante pour que ça ressemble à la Terre. Là, on est en train de faire l'inverse. On est en train de rendre la Terre finalement aussi inhospitalière que Mars. Donc, on ne maîtrise pas vraiment les choses. Et donc, on a quand même cette tendance. Ça, c'est une photo de Yann Arthus Bertrand qui montre de l'agriculture. Où est-ce que c'est, ça, dis-moi? Alors ça, je ne sais pas, je ne m'en souviens pas. Elle est dans le livre. Donc il va falloir acheter le livre. Elle est entre l'Argentine et le Brésil. Et donc, quand on voit ces paysages, on sait que l'humain, dès qu'il a commencé à être humain, ça remonte quand même à loin, on parle des chasseurs-cueilleurs, avant des agriculteurs, mais il a commencé à modifier son environnement. On en a besoin, c'est comme ça. Alors pendant longtemps, ça ne s'est pas vu, mais cette tendance, ces fumées qu'on voit, cette pollution qu'on voit, cette courbe qui monte en flèche qu'on voit, c'est nos décennies à nous, c'est en ce moment, mais on n'est qu'au bout d'un processus qui a commencé il y a très longtemps. Même les chasseurs-cueilleurs ont commencé à modifier l'environnement de la planète par les choix qu'ils faisaient dans leur cueillette et dans leur chasse. Quand les Homo sapiens est arrivé en Australie, qui était un continent séparé du reste, il s'est écoulé quelques milliers d'années pour que la mégafaune qui existait en Australie disparaisse. Alors évidemment, les gens qui étaient là-bas, les sapiens qui sont arrivés et qui ont fait cette chasse intensive, ils ne s'en sont pas aperçus. Ils n'en avaient pas conscience. Et donc, pour ne pas plomber la journée complètement, je dirais qu'on a une chance aujourd'hui, c'est que nous en avons conscience de cette modification qu'on est en train de faire. Ça a pris du temps, ça nous a amené dans une situation relativement extrême, mais la prise de conscience est réelle, un peu partout. Alors pas partout encore, mais on voit bien quand même autour de nous que la prise de conscience est là. Alors pour clore cette comparaison, cet aller-retour entre la Terre et Mars,
Réfléchissons sur l'idée d'aller coloniser Mars. Certains, comme Elon Musk, disent, bon, en gros, il va se passer un problème sérieux sur Terre, d'une manière ou d'une autre, que ce soit de notre responsabilité ou par la chute d'un astéroïde ou on ne sait quel cataclysme, il vaut mieux avoir une assurance vie et aller ailleurs. Et il vaut mieux recommencer ailleurs, si jamais ça foire ici, en gros. Alors c'est quand même une drôle d'idée, parce que comment peut-on espérer, après avoir investi un endroit, l'avoir rendu moins accueillant que ce qu'il était, comment peut-on imaginer avec cette mentalité, sans la changer, aller sur une autre planète pour refaire quelque chose qui serait mieux? Mais ça ne sera jamais mieux, puisque ce sont les mêmes individus, armés des mêmes intentions qui vont y aller. Ça va juste être une duplication. Donc, pour conclure, j'ai l'impression que, et c'est là la note d'espoir que je voudrais apporter, que il faudrait peut-être arriver, si on veut coloniser un jour une planète, une autre planète, et si c'est dans notre ADN, comme on dit aujourd'hui, il faudrait peut-être arriver à changer nos mentalités profondément. Je ne vais pas vous donner la recette, je ne l'ai pas. Si on l'avait, ça serait facile. Mais il faudrait peut-être arriver à ce que j'appellerais une maturité planétaire, c'est-à-dire à trouver une adéquation entre nos besoins, nos envies irrépressibles et la préservation d'un environnement planétaire propice à la poursuite de ces besoins et de ces envies. Donc ça voudrait dire inventer une nouvelle philosophie, changer notre système. On voit avec les photos de Yann Arthus Bertrand, avec ce qu'il a pu voir, avec son témoignage que notre système auquel nous participons tous, mais sans intention, on est là, on n'a pas choisi, nous mène droit dans le mur. Donc je crois que cette conscience collective que nous avons du problème global qui nous concerne, c'est une première dans l'histoire de l'humanité, parce que jusque-là, c'était des peuples ou des peuplades qui faisaient face à des problèmes qui étaient les leurs, mais cette vision globale, elle n'existait pas. C'est le moment, cette prise de conscience, pour essayer de switcher, de changer vers une maturité planétaire qui ferait que nous vivrions dans un environnement accueillant. Et c'est juste après avoir fait cette révolution dans les mentalités que nous pourrions envisager d'aller sur Mars ou ailleurs pour nous y installer, parce que nous en serions capables à ce moment-là. Et je finirai avec une jolie image, vous reconnaîtrez peut-être, c'est une photo. Seigneur des Anneaux, là. Oui, c'est la comté. C'est quand on regarde ce film et qu'on voit comment vivent les hobbits dans leurs petites maisons qui sont enterrées avec du bois, avec de l'herbe, ça donne envie d'y être, c'est accueillant. C'est un environnement qui fait plaisir et où on se dit que on est loin des problèmes que nous venons d'évoquer. Donc, pour une maturité planétaire, je ne sais pas comment on va faire, mais maintenant que la prise de conscience est là, c'est à nous tous de l'opérer, parce que ça ne viendra pas d'un seul homme, fût-il le plus riche de la planète, c'est pas lui qui va nous dire ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. C'est notre affaire à tous. Et notre affaire à tous, c'est de bien vivre ici, sur Terre. On a un challenge énorme avant de vouloir aller ailleurs, ce qui peut se défendre. Je crois qu'il y a une dernière image. Oui. Alors c'est une dame. J'ai fait un film que peut-être vous avez vu, ou si vous ne l'avez pas vu, je conseille de le regarder, qui s'appelle Human, qui est un film sur qu'est-ce qu'est le sens de la vie, en fin de compte, quelque part. Est-ce qu'on s'est pardonné, quoi. Tout, c'est vraiment c'est peut-être le meilleur film que j'ai fait. Il est gratuit sur YouTube. Et il est assez long. Quand on avait interrogé 2000 personnes dans le monde, et le premier, quand on avait fait le premier montage, il faisait 9 heures. Et moi, j'avais dit à mon équipe, on va garder 9 heures. Alors bien sûr, je me suis plié aux objectifs des télévisions, des cinémas. Parce que quand on fait une séance de 9 heures, le cinéma, il fait qu'une séance par jour, donc c'est compliqué, il gagne pas bien sa vie. Et
Et on a interrogé 2000 personnes dans le monde sur une trentaine de questions, le bonheur, des interviews qui sont assez longues, hein, qui durent un peu comme aller chez un psy. Et cette dame, c'est une dame qu'on appelle les agriculteurs de subsistance. Ce sont les gens qui travaillent la terre tous les jours à la main, qui vivent un peu dans la survie, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup d'enfants pour avoir des bras pour travailler la terre. C'est des gens qui ont peur de la maladie, que s'ils sont malades, ils ne peuvent pas travailler, il n'y a pas d'assurance comme chez nous. C'est des gens qui ont conscience de la nature assez extraordinaire, qui sentent les choses que nous, on a perdues complètement. Et j'avais été l'interroger, c'est à Madagascar, compliqué, on part par un interprète, et on lui pose des questions un peu, des questions d'occidentaux, quoi, des questions, qu'est-ce que c'est que le bonheur, quel est votre plus grand rêve? Dans la question, quel est votre plus grand rêve, elle réfléchit, et elle ferme les yeux, et elle me dit quelque chose auquel je pense tous les jours. Elle me dit, j'aimerais mourir avec le sourire. On va tous mourir ici un jour, tous. Mourir le sourire, ça veut dire que dans sa vie, on aura fait ce qu'on devait faire. Qu'on aura donné du sens à notre vie. La vie, elle n'a aucun sens. C'est toi qui décides de donner du sens à ta vie. Est-ce qu'on a été quelqu'un de bien? Est-ce qu'on a fait ce qu'on devait faire? Est-ce qu'on a été dans une morale authentique? Alors je ne vais pas vous donner de leçons, parce que moi je ne sais pas si j'arriverai à mourir avec le sourire, mais en tout cas, j'ai compris que c'était un Graal important de se dire, je vais essayer d'être quelqu'un de bien. Alors c'est très prétentieux et c'est un manque d'humilité de vous dire ça, mais je pense qu'on peut tous essayer. Moi, j'ai été toute ma vie à la recherche de la beauté. La beauté des plus belles plages du monde, des plus belles forêts du monde. J'ai passé ma vie à montrer la beauté, en fin de compte. Mais c'est quoi la beauté? La beauté, c'est pas ce qu'on regarde, c'est ce que les gens font pour les autres. La beauté, c'est les gens qui donnent, c'est les gens qui partagent, les gens qui font plus que ce qu'ils peuvent faire. Et cette beauté, elle a un nom très très simple. Elle s'appelle l'amour. Je voulais vous dire que tous les deux, on vous aime. Merci beaucoup. Merci.